Bien le bonsoir, c'est Osiris, je suis content de vous retrouver. Toujours un grand plaisir de vous retrouver. Donc ce soir, petite vidéo un petit peu particulière parce que je suis très heureux. Donc nous appellerons cette vidéo scientisme versus spiritualisme. Et pour ce faire, je vais vous expliquer certains cas. Donc nous assistons sur notre belle intitulée de YouTube depuis quelque temps, une recrudescence de bannissement. Hein, de gens qui voient leur compte suspendu juste pour vous avoir soumis la vérité. Oui, la vérité, hein, qui ne vous est pas transmise ni par la télé, ni par les livres, ni par les médias, ni par YouTube visiblement qui prête à la raillerie plutôt qu'à autre chose. Certains hackers dignes de ce nom sont capables de, ne serait-ce que de mettre des pouces par centaines, par milliers sur des hangouts qui les dérangent, sans citer les bases, ainsi que sur des hangouts qui les dérangent aussi sur certains conspirationnistes et sur certains spirituels. Donc on va faire une petite rétrospective sur comment vivait Pasteur, hein, parce que là le gros souci à l'heure actuelle, pour moi, et comme pour beaucoup d'autres gens, est la vaccination de nos chers enfants, et leur bien santé et leur bien vivre bien entendu. Donc dans les précédentes vidéos, nous avons établi que la vaccination était d'une part inutile, dangereuse au travers ses adjuvants. Nous avons aussi répertorié qu'elle était dangereuse aussi pour l'ADN et qu'elle allait faire muter de l'ADN de façon déterminante et de façon irrémédiable nos prochaines générations. On a parlé aussi de l'aluminium et du mercure dans d'autres sources que dans les adjuvants des vaccins. On a parlé du globalisme, qui était un passage très intéressant et qui nous a montré à quel point Monsanto était une entreprise diabolique. Donc je pense qu'au travers ces quelques exemples, je ne suis pas à vous mentir, je ne suis pas à chercher à vendre que le fait que le scientisme et que les industries pharmaceutiques et oligarches qui sont derrière nous sont très dangereuses pour nous. Il faudrait s'en rendre compte. Hein. Donc si vous voulez des Cypriens, des fakers, des couillons qui prennent en raillerie tout ce qui existe sur notre belle toile et tout ça, c'est votre choix, mais c'est un petit peu dommage qu'une belle planche comme YouTube et tout, ou certains conspirationnistes, le peu qui reste et qui se sont pas fait supprimer par cette caste de gens qui ont le bien pensé en eux, soit détruite pour laisser place à ça, quoi. Si vous voulez vraiment du divertissement, moi je vous suggère d'aller voir Cyril Hanouna, ou de regarder un film comique, quoi. Hein, regarder Jim Carrey, ou je sais pas moi. Mais encore, hein, regardez pas tous les Jim Carrey parce qu'il y a certains films qui pourraient vous occasionner un éveil de la conscience. Donc, pour ne pas être trop long sur l'introduction, nous allons passer sur Louis Pasteur. Hein, on va prendre le mal directement à la racine et on va mettre le doigt là où ça fait mal. Donc, Louis Pasteur est au cœur de la recomposition industrielle et technologique favorisée par le pouvoir politique au cours des années 1850 et 1890. Donc, il y avait déjà une industrie et une technologie qui était liée au pouvoir politique, dis donc. Si la postérité célèbre le scientifique pur, et il travaille sa vie entière pour le bénéfice de l'industrie nationale sous la tutelle du gouvernement. Donc un penseur au service du gouvernement, quoi, un scientiste pur au service du gouvernement. On entend montrer ici que l'identité du scientifique émerge en corrélation étroite avec son rapport à l'industrie naissante et que son statut social rehaussé provient précisément de cette tractation conclue à dessein avec le pouvoir politique. Nous n'avons pas la prétention d'écrire ici une histoire inédite de Pasteur. La plupart des éléments que nous mentionnerons, recoupent l'immense bibliographie qui lui est consacrée. Nous nous proposons d'en donner différemment les archives à disposition pour produire un récit dissonant par rapport aux écrits habituels qui n'absorbent bien souvent que les questions jugées scientifiques. Quelles raisons ont pu pousser Pasteur à investir telle ou telle d'investigation?
Quelles en ont été les conséquences? Vocation et ou ambition, les premiers pas d'un savant. Louis Pasteur, né le 24 décembre 1822 à Arbois, d'un père tanneur et d'une mère fille de jardinier. Aucun rapport avec la science, hein. Il effectue une scolarité honnête, mais pas réellement brillante. Même s'il ambitionne très tôt d'intégrer l'école normale, tout en hésitant avec Polytechnique, devenu étudier à Paris afin de mieux se préparer au concours, qu'il réussit à sa seconde tentative, en étant classé au 4e rang. Il suit les cours de Jean-Baptiste Dumas, très populaire parmi les étudiants et toujours bondé. Plus de 600 personnes s'y pressent. L'éloquence du maître l'incite à faire de la chimie son domaine de prédilection et il se découvre un intérêt particulier pour les manipulations expérimentales. Sa première expérience de chimie véritable, l'extraction du phosphore naturel, qu'il réalise seul, le marque profondément. En 1846, il obtient l'abrégation de sciences physiques et se voit désigné pour aller enseigner au collège de Tournon, dans l'Ardèche. Insatisfait d'une telle affectation, il écrit à Dumas pour lui demander un poste à l'école centrale. Oui, parce qu'il était déjà bien en phase avec le gouvernement. Ils l'ont vraiment rehaussé le gars, hein. Un petit peu comme Darwin et puis sa théorie des pinsons. Mais passons, là n'est pas le sujet, hein. Mais sa lettre reste sans réponse. Le pauvre, hein, il n'était pas assez pistonné à l'époque. C'est Jérôme Ballard qui lui fournit une place d'agrégé préparateur dans son propre laboratoire. Pasteur propose alors aux chimistes divers sujets sur sa thèse, mais sous l'influence d'Auguste Laurent, il finit par opter pour la cristallographie et la chimie des solides. Quand Laurent rejoint le laboratoire de Dumas, Pasteur obtient l'autorisation d'y passer ses dimanches en compagnie du cristallographe, qui décédera prématurément en 1853. Le jeune doctorant travaille vite et passe ses 2 thèses en 1847, une de physique consacrée à la au polarimètre, instrument d'optique crucial pour la cristallologie des années 1850, et l'autre de chimie au sujet de la capacité de saturation de l'acide arsénique. Il complète et infirme ainsi en partie les travaux de l'abbé René Just Houry, en montrant l'existence de dimorphisme chez les corps de conscience. En novembre 1848, Pasteur est nommé au lycée de Dijon. Cette fois, Biot intervient pour lui obtenir un poste de professeur de chimie suppléant à la faculté de Strasbourg. Il intervient, hein, encore une fois. Hein, le gars, on y va. Hein. La cité convient à Pasteur, qui voit une ville de beaucoup de ressources pour la chimie, à cause de nombreuses industries de l'Alsace. Ouais, les Alsaciens, c'est un monde à part. Hein. À peine arrivé, il est introduit par l'un de ses amis dans la bonne société strasbourgeoise, et le 29 mai 1849, il épouse Marie Laurent, fille du recteur de l'académie. Il sera toute sa vie dévoué aux savants, pour qui les recherches passent avant tout, et deviendra en quelque sorte sa collaboratrice, écrivant sous sa dictée en lui faisant expliciter ou retravailler certaines de ses hypothèses. En 1851, la Société de pharmacie de Paris lance un concours concernant la mise au point d'un procédé de transformation d'acide tatrique en acide paratatrique. Biot et Dumas sont les interlocuteurs du jeune chimiste qui désire obtenir 1 millier de francs afin de pouvoir partir en Allemagne étudier les fabriques et laboratoires où il est possible d'observer les procédés de formation du tartre. Malgré l'absence de fonds disponibles, Dumas s'engage à les avoir trouvés au retour de Pasteur, quitte à faire remonter la requête jusqu'à l'empereur lui-même. Bruxelles, Cologne, Leipzig, Dresde et Vienne. Le voyage est fructueux, puisque le 2 mai 1853, Pasteur écrit directement à Biot, au Collège de France, pour lui faire savoir qu'il a réussi. La moitié des 1500 prix seront employés pour acheter du matériel de laboratoire qui lui faisait défaut. Le pauvre. Donc encore une fois, hein, 3e fois, 4e fois, qui se fait rehausser. Hein. Il y a toujours des gens qui sont là pour... vas-y, lance-toi, Pasteur. La moitié des 1500 francs du prix seront employés pour acheter. Hein. Pasteur est nommé professeur et doyen de la toute nouvelle faculté des sciences de Lille, où l'on projette de donner, moyennant finance, encore une fois, au sus des cours théoriques, des cours pratiques en vue de la certification d'une formation savante et technique à la fois sur le modèle de l'école centrale. Lille est en effet la capitale industrielle et régionale en pleine expansion. En 1850, un tiers de la population se compose d'ouvriers. Dès son discours inaugural, le chimiste expose sa vision des choses.
Sous la théorie, la pratique n'est que la routine, comme par l'habitude. Son décanat lui permet d'emmener les étudiants visiter fonderies, fabriques et manufactures, non seulement dans le but de mettre les ressources du laboratoire à la disposition des industriels, mais aussi pour que la recherche se nourrisse des préoccupations productives contemporaines. Ainsi, Pasteur revoit personnellement le contenu des enseignements de physique, de mécanique appliquée, de calcul différentiel et de l'histoire naturelle afin de les rendre plus abordables et davantage pratiques. Engraissement des animaux, machines à vapeur, production d'engrais sont ainsi le biais favorisant. Grâce à leur ancrage local, la mise à jour de l'intérêt des plus hautes études scientifiques, fin 1855, le doyen décrit au recteur de l'académie de Douai le succès et l'importance des cours pratiques destinés à l'industrie. La science, qui se nourrit pourtant au quotidien de préoccupations industrielles, constitue déjà pour Pasteur la source élevée à laquelle les applications doivent s'abreuver. Pas de distinction entre science pure et science appliquée, mais une même affiliation qui situe la science au sommet et à l'origine de toutes les connaissances. Nous y reviendrons. Pasteur a d'ailleurs inséré dans son cours une partie traitant à la fermentation alcoolique. Le père et de l'un de ses étudiants, Louis-Emmanuel Bigot-Tilloy, industriel du sucre, vient donc fort à propos trouver le doyen afin de lui proposer des doléances de plusieurs fabricants malchanceux. Leur alcool de betterave prend un goût acide et des vapeurs nauséabondes s'échappent des cuves de production. Pasteur s'enthousiasme très vite pour le mystère de la fermentation, comme le relate son épouse. Louis continue à travailler avec ardeur. Il est plongé maintenant dans le jus de betterave jusqu'au cou. Il passe des journées dans les fabriques d'alcool. Il s'agit de la fabrique de Bigot-Tilloy, où le savant a fait installer son matériel pour pouvoir y travailler jusqu'à 6 jours par semaine. Grâce à ses résultats concernant la fermentation de l'acide tatrique, la cristallographie lui fournit alors un canevas pour reposer cette question complexe, qu'est le plus grand nom de la chimie, le Lavoisier de Liebig. Pensé avoir déjà résolu, Pasteur réussit à montrer au moyen du polarimètre que la dissymétrie moléculaire et corrélative à la fermentation est donc infime, que le processus n'est qu'une opération chimique simple, mais un phénomène biologique complexe. En clair, le savant réussit à rattacher la fermentation à la vie et à ses divers mécanismes d'échange d'énergie, et non à la putréfaction, c'est-à-dire à la mort et à la décomposition purement chimique. Il infirme Liebig en critiquant Lavoisier, afin de montrer que des équations chimiques mettant en jeu un ferment sont tributaires de processus biologiques mal connus. Donc Biot est impatient de lire les résultats. Donc passons un petit peu cette étape-là. La science comme transaction sociale. Fin 1859, Pasteur écrit au ministre de l'Instruction publique et des cultes, Gustave Rouland, afin d'attirer l'attention sur les bénéfices qui pourraient être retirés d'une étude complète sur la maladie des vins, au sujet de laquelle Napoléon Ier avait déjà commissionné un chimiste au début du siècle. Jouant sur la parallèle avec la situation de l'empereur Napoléon III, le savant s'est présenté sa demande sous un jour favorable. Le vocabulaire employé est significatif, puisque Pasteur demande au ministre de le charger spontanément de recherches qu'il qualifie de désintéressées. La rhétorique de la science pure, la science surplombant la mêlée sociale et infusant par nature les applications industrielles, et ici dévoilées crûment. Pour conserver des apparences du désintéressement, le chimiste intercède auprès du pouvoir politique afin qu'on lui confie une mission utile à la fois pour l'industrie nationale et pour sa carrière de savant. Il fallait que les deux y gagnent, encore une fois. Donc vous voyez, avec Pasteur, il y a tout le temps un rapport de je prends des bénéfices quelque part, je me sers des autres pour avancer, et au définitif, je fais avancer toute l'industrie, quoi. Donc l'industrie qui était là sous la tutelle du gouvernement. Prenez bien les choses à leur place. L'important est que cette transaction entre pouvoir politique et pouvoir scientifique prenne la forme d'un dévouement désintéressé. Alors que Pasteur échange en réalité un service économique contre une reconnaissance sociale, sa correspondante familiale multiplie les références et les abnégations scientifiques. Ainsi écrit-il à son père, après avoir présenté ses recherches sur la fermentation à la Société chimique en présence de Jean-Baptiste Dumas et de Claude Bernard. Le style de Pasteur fait place ici à la dénégation.
à des affirmations égotistes, j'ai osé le dire. Il adjoint une rhétorique célébrant l'amour vrai de la science, c'est-à-dire la connaissance pour la connaissance. La science apparaît alors comme le visage public que prend cet échange de pouvoir symbolique et fiduciaire entre savants et gouvernements. Les services que le scientifique rend à l'empereur lui valent reconnaissance et estime du pouvoir, qui le rétribue parfois financièrement, mais surtout symboliquement. Légion d'honneur, poste de prestige, etc. La science pure permet de rattacher la transaction à un imaginaire de l'abnégation. L'opération est peut-être inconsciente chez certains savants, mais Pasteur l'instrumentaliste à dessein, comme le montre sa lettre au ministre de l'Industrie publique du 30 mars 1962. Je vous donne pas les extraits des lettres. Alors même que l'industrie produit des objets de travaux de la science, alors même que l'intérêt porté à cette science par les gouvernements et entrepreneurs provient directement des bénéfices qu'ils en attendent, la science reste pure et surplombe la mêlée économique, politique et sociale. Elle se trouve ainsi présentée comme provoquant involontairement à la façon d'un épiphénomène, voire d'une doctrine de la grâce, comme par surcroît. Les bénéfices par ailleurs escomptés. L'amour de la science qui anime Pasteur est d'ailleurs de son propre aveu au colonel Favé, l'aide de camp de l'empereur et l'intercesseur du savant auprès de lui, mêlé à la satisfaction qu'il éprouve à faire part de ses découvertes aux plus puissants scientifiques français. L'intérêt que ces savants, Dumas et Biot, aussi grands par le cœur que par l'esprit, m'ont constamment témoigné a été tel que je n'ai de peine à avouer que, dans mon amour de la science, il entrait beaucoup du plaisir que j'aurais à aller leur faire part d'une découverte. L'amour de la science apparaît alors comme un euphémisme pour désigner l'ambition savante, qui se travestit à peine lorsqu'elle s'adresse aux plus hautes sphères du pouvoir politique. Ainsi, pour mener ses études sur le vin, Pasteur réclame de l'argent, encore une fois, à Victor Duruy, récemment nommé rue de Grenelle, tout en déclinant l'offre impériale de financement de ses recherches. La stratégie de Pasteur est ici double. D'un côté, il refuse l'aide financière impériale sous couvert de politesse, car il n'aurait alors obligation de résultat. Bah oui, si l'aide financière impériale l'aidait, il aurait dû donner des bons résultats. Et il les avait pas. C'est dommage. Mais les faits, il ne veut pas être redevable directement à l'empereur et entend conserver une certaine indépendance, d'où sa demande à Duruy. Enfin, du point de vue psychologique, comme il sous-entend dans sa lettre à Duruy, Pasteur apprécie d'être le créditeur du pouvoir politique. Il a décidé nombre de ses travaux à Napoléon III ou à l'impératrice Eugénie. En effet, depuis le traité de libre-échange passé avec l'Angleterre en 1860, la France a perdu beaucoup d'argent par suite de l'exploitation de vins avariés, et l'empereur attache donc un intérêt tout particulier à la résolution de cette question, qui avait déjà tant préoccupé son oncle. Le savant a ainsi parfaitement conscience de sa valeur économique, et il joue de celle-ci auprès des pouvoirs publics, afin de réunir les conditions favorables à son ascension sociale. En se faisant incidemment ambassadeur du gouvernement impérial auprès des populations locales. La mission que je vais entreprendre servira à sa manière à répandre au sein des populations laborieuses de nos riches vignobles l'idée si vraie d'ailleurs que la constante préoccupation de l'empereur pour le meilleur développement de la richesse agricole du pays. Pasteur fait parvenir son ouvrage synthétisant ses recherches sur le vin Napoléon III le 25 novembre 1865. Ces découvertes sont en effet cruciales, car il montre notamment qu'en chauffant le précieux breuvage, on altère les ferments qui le dénaturent, et qu'on peut alors ainsi conserver indéfiniment une bouteille sans craindre la moindre altération. Si Pasteur explique longuement au colonel Favé l'impossibilité pour l'homme de science de s'occuper de bénéfices industriels, cela n'en empêche pas d'avoir 6 mois plus tôt pris soin de faire breveter sa découverte. Le succès est au rendez-vous, puisque l'empereur suit dès lors l'affaire de près, au point de convier le savant à l'une des séries qu'il organise à Compiègne. Ce séjour d'une semaine environ, rassemblant diverses personnalités en grâce auprès du couple impérial,
et constituent des opérations de propagande, tout en renforçant les réseaux de soutien à l'Empire. L'invitation de Pasteur est un moment important dans la vie du savant. La science pure. Il nous faut revenir un instant sur la notion de science pure qui émerge significativement dans la dernière partie du siècle, et non sans lien avec le positionnement pastorien. Dès la fin de 1860, le vulgarisateur Louis Figuier, paix à son âme, considère son travail comme précédent d'une étude des traités de sciences pures. Par ailleurs, au même moment, l'idée de science pure déborde largement les frontières disciplinaires puisqu'elle est revendiquée par des juristes. Joseph Ortolan introduit son ouvrage des notions générales suivant la science pure. Les agronomes Darrow recense plusieurs déductions pratiques inspirées par la science pure. Les philosophes de l'art, à commencer par Taine, qui enseigne l'histoire de la Grèce antique et son goût pour la science pure, les naturalistes, la traduction de Tyndall, etc., et les chimistes Berthelot jugent au sujet des colorants tirés de la houille que leur découverte est le triomphe de la science pure. Si la science pure s'avère à ce point transdisciplinaire, c'est aussi parce qu'elle n'est autre que le pendant rhétorique d'une inspiration propre à l'ensemble du corps universitaire, l'autonomie à la recherche savante. Mais pour la plupart des scientifiques, la pureté que l'on prête à la science n'est pas en contradiction avec son intrication bien réelle. Au sein du marché, loin d'être dénuée de toute intention morale ou lucrative, la science pure des années 1860 et 1880 renvoie très largement la possibilité de la faire fructifier industriellement. C'était que dans ce but-là. Dès 1848, dans un article alors bien trop avant-gardiste pour être mis en pratique par le gouvernement de la Deuxième République, l'académicien Armand de Quatrefages défendait l'idée d'un enseignement supérieur autonome, source de richesse et de gloire pour la nation. Encore une notion de richesse et de gloire pour la nation. Donc là, on est passé du mode du gouvernement au mode industriel, en passant par les intérêts de la nation et au mot richesse. Je n'ai pas cessé de vous dire richesse depuis le départ. Pasteur n'est monté que comme ça et que en allant voir les bonnes personnes. Si l'idée se popularise largement dans les milieux intellectuels et politiques, un peu plus de 20 ans plus tard, il reste intéressant de constater que, chez Quatrefages, la notion de science pure, association syntaxique quasiment inédite avant 1850, fonctionne déjà à plein. Étouffer la science pure, c'est attaquer l'application dans sa source, c'est imiter l'homme de la fable, c'est tuer la poule aux œufs d'or. Du vaccin, du mythe, la science fait homme. En 1884, à la demande de Pasteur, une commission est créée pour multiplier les expériences antirabiques sur des chiens. À nouveau, à grand renfort de médiatisation, et grâce à l'Académie, Pasteur met en scène la guérison d'un enfant mordu par un animal enragé. Le savant utilise ce dernier succès, grâce auquel la science franchit la barrière de l'humain, pour mettre en œuvre son grand projet, que l'une de ses biographes a qualifié de grand œuvre, en hommage à la pierre philosophale des alchimistes. Pasteur sollicite ses contrats afin de créer, grâce à des donations et fonds privés, un institut qui travaillerait sur des théories. En mai 1886, un festival est organisé par des confrères. Notez bien nos confrères, afin de rassembler l'argent nécessaire au projet. Oui, confrères, ça sous-entend qu'il faisait partie d'une confrérie. C'est mignon, On y récite des vers à la gloire du savant. Ceux-là sont les plus grands, qui font, par leur génie, reculer la mort devant eux. On y joue du Delibes, du Saint-Saëns, du Gounod, fait même exécuter son Ave Maria en son honneur. Les souscriptions affluent, et l'Institut Pasteur est inauguré à grande pompe le 14 novembre 1888. Laboratoire de recherche, réseau politique, encore une fois, hôpital, outil de médiatisation, des découvertes, réserve de cobayes, entreprise privée, l'Institut est une sorte de condensé de l'expérience pastorienne en matière de sciences, qui essaimera dès lors non seulement sur le territoire national, mais aussi sur d'autres continents. Le 27 décembre 1892, pour les 70 ans du savant,
Un jubilé d'ampleur internationale est organisé à la Sorbonne, auquel les gouvernements du Danemark, de Suède et de Norvège prêtent leur concours. On vient aussi de Turquie, d'Allemagne, d'Italie, d'Autriche et de Belgique pour assister à la prestigieuse cérémonie. Pasteur fait son entrée dans le grand amphithéâtre, au bras du président de la République, Sadi Carnot, pour recevoir d'innombrables honneurs au nom de rois, de présidents, de préfets et d'académiciens. 2 ans avant sa mort, le savant est devenu une légende. À la fin du siècle, Pasteur semble incarner les espoirs qu'on a placés dans la science depuis 1850. Travail et connaissances désintéressés, substitution d'une ontologie scientifique vraie à un monde des sens illusoires, bénéfices matériels pour l'ensemble du corps social, profit économique généralisé, victoire sur la maladie et la mort, peu probable, comme nous l'avons suggéré en commençant un individu, un individu est puissant lorsqu'il se fait le représentateur d'un processus qui le dépasse et advient malgré lui. En l'occurrence, la gloire éternelle de Pasteur semble bien être celle de la toute-puissante science pure et désintéressée, qui se prouve par elle-même, qui profite à tous et promet de vaincre la fatalité humaine. Certes, la vie réelle du savant a probablement aussi été celle d'un ambitieux dont les actions se décidaient à la croisée d'intérêts politiques, de compétences savantes, patiemment acquises et surtout des nécessités impérieuses de l'industrie. Mais tout bien passé, l'opération est largement bénéficiaire puisque les transactions avec le pouvoir politique et économique profitables aux savants lui ont permis du même coup de prétendre au désintéressement le plus complet. Bien sûr, Pasteur a breveté 2 inventions et tenté sa chance en vain à une élection sénatoriale. Mais son aura de savant est telle qu'elle éclipse cette aspérité mineure au regard de l'image du maître de sagesse pure et sans ambition autre que celle de servir son pays et l'humanité tout entière. Même si le cas de Pasteur est tout à fait extrême, sur l'ensemble du siècle, il nous semble illustrer parfaitement l'une des dynamiques propres à l'institution science qui allie subtilement les exigences politiques aux besoins industriels. Les exigences politiques aux besoins industriels, pour en retirer une gloire en réalité toute personnelle. Contre service politique et surtout économique, le savant obtient renommée et position personnelle. Donc juste avant, il disait qu'il était désintéressé, mais il obtient jusqu'à la fin de sa vie. C'est un personnage qui était placé là. Bah tiens, il est monté comme ça à l'échelle, en s'occupant respectivement du vin, en s'occupant des soucis industriels de la France, en allant voir chaque dignitaire français, pour bien se mettre dans les mœurs et puis bien être avec tout le monde. C'est pour moi c'est le VRP, c'est le VRP de la mort, quoi. Le tout au nom de la science, qui blanchit les profits sociaux au nom de l'intérêt général. On ne dira pas combien il a fait de bénéfices. Ce n'est donc pas en dépit des revendications de pureté et de désintéressement que la science se pratique chez Pasteur, avant tout en lien étroit avec la production, mais bien plutôt grâce à ce même mouvement qui canonise le savant comme prophète du genre humain, tout en le plaçant au cœur des nécessités manufacturières. Voilà, c'était dans l'intérêt de vendre du vin, c'était dans l'intérêt, pas foncièrement à la base, il n'a jamais prétendu qu'il voulait défendre des gens, il n'a jamais prétendu que sa science des vaccins allait éradiquer la mort. La preuve, le vacciné tue les gens. Ce n'est plus à prouver. Il ne s'agit donc ni d'un biais ni d'un détournement. La science n'est aucunement pervertie par ses préoccupations industrielles. Ce sont en réalité celles-ci qui lui fournissent son matériau, ses questionnements, parfois même ses solutions, et ce alors même son statut mythologique lui offre l'élan d'une ferveur nouvelle et inégalée. De ce point de vue, l'émergence de la science correspond homothétiquement au développement de l'industrie. Voilà pour conclure, mes chers amis. Donc nous avons vu le personnage de Louis Pasteur, qui est le super inventeur du vaccin, qui est celui qui a vendu la science pour des intérêts. Je vais vous répéter la dernière phrase parce que moi, franchement, je surkiffe. Je surkiffe autant que je déteste les scientistes. Donc, de ce point de vue, l'émergence de la science correspond homothétiquement
au développement de l'industrie. Voilà. La science a été inventée pour satisfaire les besoins de l'industrie. De l'industrie. Vous appartenez à l'industrie. Demain, vous appartiendrez à l'industrie du pharmaceutique, si vous vaccinez vos enfants. Demain, vous appartiendrez à l'industrie pure. Ils ont réussi à mêler l'industrie à l'industrie pharmaceutique. Ils ont réussi ce miracle. Regardez les géants, comme l'OMS, l'Organisation mondiale pour la santé, comme Bayer Industries, et comme Big Pharma, comme tous ceux qui vont vous vendre les vaccins. Ça a été fait dans un intérêt industriel, monnayé par un gars qui s'est foutu au bas de l'échelle, comme ça, et puis qui est monté, en caressant chaque patron, comme ça. Il a dit, bah toi, il est un peu dégueulasse ton vin à base de betterave. Bah je vais t'aider, hein. Moi je suis Louis Pasteur, je vais bomber le torse et puis je vais t'aider. Alors il a fait ça. Après il y avait Napoléon, comme je vous ai montré, il y avait Napoléon III, après il y avait le président. Et après il a même eu l'aide de ses confrères. Je reviens sur le fait, confrères. Confrérie, Illuminati. Voilà. Voilà à qui appartenait Louis Pasteur. Que Louis Pasteur est un usurpateur, Louis Pasteur est un parvenu. Le vrai que j'ai cité dans le truc d'avant, c'est un vulgarisateur scientifique. Il s'appelle Louis Figuier. Louis Figuier, c'est le vrai. C'est celui sans lequel la science ne devrait pas exister. La science pure n'existe pas. L'industrie Pasteur a été montée dans des choses immorales qu'ils ont testées sur des animaux, qu'ils ont testées sur des humains, qu'ils ont récolté des fonds, et qui en plus, déjà à cette époque-là, passaient sous couvert leurs bénéfices personnels. Donc méfiez-vous, et sincèrement méfiez-vous, arrêtez de tourner en dérision systématiquement tous les gens qui pensent différemment de vous, tous les gens qui sont spirituels, parce que là je viens de vous le prouver en mettant le doigt là où ça fait mal, c'est que votre science n'existe pas, et qu'elle a été placée par quelqu'un qui appartenait aussi bien à l'industrie, qui appartenait aussi bien au gouvernement, et qui le faisait pour une position personnelle. Et je le répète, c'est une position personnelle, ce n'est pas un amour du travail, c'est pas quelqu'un qui a fait ça pour l'amour du travail. Pasteur est un personnage néfaste. Donc voilà. Donc, il faudrait que gentiment ceux qui s'occupent de Chemtrails arrêtent de dire que c'est des nuages. Il faudrait que ceux qui disent que vacciner c'est bien se rendent compte quand même qu'à la base c'est quelqu'un qui usurpait justement des sommes astronomiques aux industries, aussi bien qu'aux Français, aussi bien qu'aux organismes, aussi bien qu'aux politiques, pour faire monter la vente de vin. Vous êtes des rigolos. En fait, vous êtes des rigolos. Vous allez tuer votre belle génération, vous allez tuer vos têtes blondes pour les intérêts pharmaceutiques, pour les intérêts des industries. Rendez-vous en compte, sincèrement, avant qu'il soit trop tard. Donc je fais cette vidéo et puis j'ai pas du tout apprécié comment mon ami crieur se fait clasher sur internet. Je trouve ça dégueulasse de la part de gens qui n'ont rien à vendre, qui ne vivent que dans le dénigrement d'autres. Arrêtez d'écouter des gens qui défèquent. Arrêtez d'écouter des gens qui pensent eux penser, les autres pensaient que de la merde. Eux penser, élite penser. Voilà. Élite penser. Industrie spirituelle. Consommation, méditation. Voilà. Nous y voilà. Nous y voilà. Il y arrivera un temps à la fin, dans les temps de la fin, qui préserve la fin des temps, qui précède la fin des temps, où les gens qui sont spirituels ne seront plus compris du reste de la communauté. Et c'est ce qui est en train d'arriver, mes amis. Sachez en qui vous mettez votre confiance et sachez qui justement vous utilise. Quel est devenu le produit, quoi. Si c'est gratuit, c'est que c'est toi le produit. Ah bah ce sera gratuit, ce sera remboursé par la sécurité sociale, hein. En faisant des dettes colossales pour vous endetter jusqu'à la fin de votre vie et pour donner tout le temps à cette industrie-là qui soignera vos enfants, qui vous soignera vous. À suivre et bientôt un épisode sur la puce RFID et sa réelle utilisation. Un épisode aussi sur la censure en France, hein, qui va commencer, donc c'est pour ça que je fais cette vidéo et que je la fais à ce moment précis. Hein, parce que sachez que 2018 va être une période vraiment hard. Et que de toute façon, les spirituels ne lâcheront pas la tête aux scientistes.
Et on va vous briser. On va vous briser comme l'industrie, on va vous briser comme les gouvernements. Et on ne s'arrêtera que quand ce sera arrivé. Donc voilà, c'était Osiris. Portez-vous bien, prenez soin de vos familles, prenez soin de vos enfants. Ne les vaccinez pas, ne rentrez pas dans ce cursus, hein, d'où vous ne sortirez pas. Vos enfants sont autistes, vos enfants sont malades jusqu'à la fin des temps. Si vous ne m'écoutez pas. Portez-vous bien. Et hormis ça, je vous envoie tout le monde à moi.